Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Dominique Bernard, professeur de lettres, a été assassiné hier, victime d'un attentat islamiste 3 jours avant l'anniversaire des 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty. D'abord, impossible de ne pas être frappé par ce mimétisme. Ces deux drames, c'est finalement quasiment l'histoire qui se répète. Oui, c'est l'histoire qui se répète et dans un contexte international qui la rend encore plus malheureusement audible puisque ça suit l'incursion du Hamas dans la bande de Gaza et les scènes de carnage qu'on a vues à la télévision. Alors même si il y a disons, des éléments différents qui ont lancé les deux événements, on ne peut pas ne pas s'interroger sur leur parallélisme également. Notamment l'origine tchétchène, russe des deux assaillants. Oui, en effet, une communauté qui a été généralement accueillie en France à partir des années 2000 pour lutter contre les persécutions russes. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est qu'ensuite le monde tchétchène, en tout cas dans son leadership, s'est largement retourné, puisque aujourd'hui le leader des Tchétchènes, M. Kadyrov, fait partie de ceux qui fournissent les troupes d'assaut russes contre les Ukrainiens qui ont par ailleurs coopté aussi un certain nombre de Tchétchènes anti-Kadyrov dans leur rang. C'est une communauté qui a lutté pour sa survie assez fortement dans l'Empire russe, connue notamment pour des actes selon certains de bravoure, d'autres de violence ou de pré-terrorisme, qui est connu comme tel, y compris dans la littérature russe, sur le Tchétchène qui aiguise son couteau, si vous voulez, c'est quelque chose qui est récurrent dans la littérature russe. Et la situation là est particulièrement frappante parce qu'on a quand même le sentiment que, de la même manière que Abdullah Anzarov, l'assassin du professeur Samuel Paty, avait été socialisé dans un milieu qui marquait une rupture totale avec la société française au nom de ce qu'on appelle dans le salafisme el-wala ou al-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la charia et le désaveu des lois de la République, qui considèrent que les mécréants sont des infidèles et que donc leur sang est licite, en arabe dem ou halal. De même, dans le cas de ce Mohamed M, puisque un certain nombre de titres ne révèlent pas encore son nom de famille, d'autres l'ont fait, on a un système familial et intellectuel qui fonctionne de la même façon. Et là, on est très déconcerté puisque on voit bien comment, alors même que la veille, celui-ci avait été contrôlé par le service de la sécurité intérieure, la loi ne permet de rien faire au stade actuel. Et ça, c'est un énorme problème qui, bien sûr, interroge l'ensemble des citoyens et de leurs représentants qui votent la loi. C'est la deuxième fois qu'un enseignant est tué sur son lieu de travail, l'école, qui est la cible de toutes les attaques de la mouvance djihadiste, toutes tendances confondues. Mais ça signifie, Gilles Kepel, ce que vous disiez sur la Tchétchénie, que l'islamisme n'a pas de frontières, l'idristaïsme n'a pas de frontières, et ça n'a rien à voir avec la France ou un passé colonial de la France avec un certain pays comme certains, et d'expliquer parfois les événements. C'est que oui, vous avez effectivement... C'est la même idéologie qui frappe, quel que soit le pays d'origine. Les Tchétchènes n'ont pas de contentieux historique avec la France, si vous voulez. Ceux qui font aujourd'hui, dans certains groupes d'extrême gauche, une sorte de culture de l'excuse en disant mais s'il y a des attentats en France, c'est parce que la France doit expier la colonisation, je ne sais quand, évidemment, sont à côté de la plaque. Là, ça n'est... La mondialisation de ce type de phénomène est un fait aujourd'hui qui est, comme on dit, incontournable, qui passe aussi par les réseaux sociaux, parce que j'ai appelé autrefois le djihadisme d'atmosphère, et qui fait que des individus, sans même qu'il y ait une organisation structurée, ont été formatés à la fois par leur environnement familial, par les réseaux sociaux, les influenceurs et les influenceuses qui sont biberonnés là-dessus, que ce soit, ça va des putschistes du Niger, si vous voulez, aux assassins des enseignants français. Et ça les rend quasiment impossibles à être détectés, le fait de passer un peu sous les radars et de passer à l'acte, peut-être sur un coup de tête, et peut-être une mauvaise expression, mais de manière autonome, indépendante.
C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment une indépendance parce qu'ils sont formatés. Il y a quelque chose qui est passé dans leur tête et c'est tout le problème de ce qu'on peut faire. Alors, le président de la République, vous savez, 15 jours exactement avant l'assassinat de Samuel Paty, avait fait son fameux discours des Mureaux où il pointait le séparatisme islamiste. Ce qui, je crois, est une bonne formulation, une bonne idée. Simplement, quels sont les dispositifs légaux que les sociétés démocratiques peuvent prendre face à ce type de phénomène. Si vous voulez, alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire bondir, mais entre le port de l'abaya à l'école et les exactions que nous avons observées, il y a un continuum. Alors ça va faire hurler. Pour ce que je veux dire par là, c'est que c'est la même logique qui veut que l'école est le lieu dans lequel la laïcité est enseignée, et donc c'est perçu par les tenants de l'islam politique comme une institution qui dilue la force de la communauté. Alors ça ne veut pas dire que toutes celles qui portent un abaya vont passer à l'acte et vice-versa, mais il y a une continuité intellectuelle et mentale dans cette affaire qui est résumée, là encore une fois, par le concept du salafisme que j'ai appelé, qui s'appelle El-Wala wal-Bara, l'allégeance et la rupture, ou l'allégeance et le désaveu que j'ai mentionné tout à l'heure. Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info à 8h39 avec Diane Ferchit. Un rassemblement spontané hier soir dans le centre d'Arras en hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué à l'arme blanche au lycée Gambetta. Un autre enseignant ainsi que 2 agents de l'établissement ont été blessés par l'assaillant, un jeune homme de 20 ans, fiché S pour radicalisation. Il a pu être interpellé. 8 de ses proches sont eux aussi en garde à vue. L'Élysée annonce ce matin le déploiement d'ici lundi soir de 7000 militaires de la force Sentinelle. Une semaine tout juste que le Hamas a lancé sa première attaque contre Israël. Le conflit a déjà fait plus de 1300 morts israéliens, 1900 dans la bande de Gaza, dont des milliers d'habitants du nord tentent de fuir au sud. Après l'ordre d'évacuer lancé hier par Israël, l'armée israélienne dit ce matin avoir tué un haut responsable militaire du Hamas et plusieurs terroristes, selon ces mots, qui tentaient d'entrer en Israël à partir du Liban. L'équipe de France de football qualifiée pour l'Euro 2024, les Bleus vainqueurs hier soir des Pays-Bas à Amsterdam, 2-1 grâce au doublé de Kylian Mbappé. Prochain match pour les Français, un match amical, ce sera mardi soir face à l'Écosse. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe. On parlait à l'instant du djihadisme d'atmosphère. C'est un concept que vous aviez identifié il y a 3 ans et sur lequel vous revenez dans votre dernier livre, Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dans lequel vous racontez votre quart de siècle à étudier l'islamisme des villes égyptiennes au quartier français. Vous avez suivi la naissance de cet islamisme. On parlait de ce djihadisme d'atmosphère dans le cas d'Arras, l'attaque d'hier, mais il y a aussi un contexte international. Hier, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait sans doute un lien entre ce qu'il s'est passé au Proche-Orient et cette attaque d'hier. Est-ce que c'était prévisible ? Alors, prévisible à ce point-là, c'était difficile de l'imaginer, de l'anticiper, mais bien évidemment, il y a une vision partagée. Quand on a vu ces images d'enfants massacrés, de civils tués en Israël par des gens du Hamas qui se réclament de la même idéologie que le tueur, l'assassin de notre collègue, le professeur d'Arras, tout récemment. Bien évidemment, on est dans la porosité des réseaux sociaux. Et à partir du moment où l'assassinat de civils est perçu d'une manière complètement désinhibée d'un côté, il va l'être également de l'autre. Et c'est ça qui était un gros problème depuis les attentats, la razzia à Gaza. Tout le monde retenait son souffle pour savoir si quelque chose de comparable allait se produire en France. Ça n'est pas totalement comparable, mais ça appartient à une même logique. Et surtout, ça fait écho
à ce qui s'est produit il y a 3 ans. C'est un redoublement de l'assassinat de notre autre collègue, la décapitation monstrueuse de Samuel Paty. Et il y a aussi le Hamas qui avait appelé hier à un jour de colère tous ses partisans dans le monde. Il appelait à attaquer les Israéliens et les Juifs. Ce genre d'appel à l'international, ça peut avoir des conséquences très concrètes. Alors ça, je ne saurais pas vous le lire exactement parce que j'ai bien vu ça, effectivement. Je ne sais pas si c'est l'appel du Hamas comme tel ou bien si c'est plutôt tout simplement la contagion des images et les médias et les médias sociaux totalement incontrôlés qui sont pris au piège de ce qu'ils diffusent. Et finalement, on s'habitue à cette espèce d'obscénité de l'image. Vous savez, c'est Daesh qui a lancé ce phénomène avec la multiplication des scènes de décapitation, etc., qui crée un mécanisme de voyeurisme qui est un peu comme celui de la pornographie, où on va regarder avec avidité des scènes atroces et qui malheureusement a un effet de contagion, de contamination qui était très difficile à maîtriser. Et justement, les systèmes juridiques sont aujourd'hui très incapables devant ce type de problème. C'est la question qu'a posée Gérald Darmanin hier soir, je crois, quand on l'a interrogé sur la loi qui interdisait l'expulsion de quelqu'un qui était entré en France avant l'âge de 13 ans. C'est ça, la France n'est pas suffisamment armée, législativement parlant. Et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, tout de même, cet homme, il était fiché S depuis 11 jours parce qu'il était en contact avec des radicalisés. Son frère est en prison pour apologie du terrorisme. Son père a été expulsé en 2018. Il était activement suivi par la DGSI. Il était sur écoute, il était suivi physiquement. Comment peut-on passer à travers les mailles du filet ainsi ? Est-ce que ce sont des experts en dissimulation ? Est-ce que c'est tous les trous dans la raquette de notre système à nous ? Il faut ajouter malheureusement aussi que la famille qui habitait auparavant en Bretagne, autant que je puisse le savoir, avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et ils avaient été in extremis maintenus sur le territoire français grâce à la mobilisation d'associations de défense des droits de l'homme. Dont on peut se demander dans quelle mesure elles savent ce qu'elles font dans ce cas-là, vous voyez. Et ce qui pose un énorme problème, un problème d'expertise. C'était il y a 10 ans, donc c'est aussi compliqué d'anticiper sur... Oui, bien sûr, mais ça fait... Moi, vous avez très gentiment rappelé l'existence de mon livre. Malheureusement, ça n'est pas seulement un quart de siècle, c'est 40 ans de travail. Et ça fait 40 ans que le titre, c'est bien sûr une plaisanterie, un humour sur « Nul n'est prophète en son pays ». Et au fond, quand on a un travail sur ce type de questions qui oblige à poser un certain nombre de problèmes qui sont extrêmement gênants. Mais l'enjeu pour un universitaire, ça n'est pas de plaire à l'idéologie du moment ou aux contorsions du système politique, c'est d'analyser des faits et de faire comprendre à la société qu'est-ce que ces faits posent comme problème. Vous avez eu du mal, vous le racontez dans ce livre, vous avez rencontré les verrous, la désapprobation parfois de l'État, du monde universitaire, qui parfois vous traitez de raciste. Vous avez eu du mal à étudier la naissance de l'islamisme, parce que certains ne voulaient pas le voir. Surtout pas le voir, on est dans le déni. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que mon titre de professeur des universités, c'est bientôt fini, puisque je suis chassé dehors de l'université, parce que ce que je suis en train d'expliquer, alors qu'on ne peut pas penser quand même, on ne peut pas dire que c'est totalement à côté de la plaque ce que je fais dans la situation actuelle, si vous voulez. On me fait partir et pour me remplacer par des enseignements décoloniaux, woke, etc., qui sont dans l'esprit idéologique du temps. Mais on est là face à une question de l'impéritie et de l'irresponsabilité de nos structures universitaires par rapport à ça. Le nombre de connaisseurs de la langue arabe dans l'université française s'est effondré au cours des dernières années. Et ça, c'est un énorme problème. On est remplacé par l'idéologie. L'université est devenue une machine où il faut dire ce qui plaît sur les plateaux, etc. Et ça, c'est une véritable catastrophe. De fait, vous pointez aussi les responsabilités des associations de droits de l'homme, de certains partis politiques, notamment de gauche, puisqu'on avait vu, en l'occurrence, le Parti communiste s'était mobilisé pour cette famille il y a une dizaine d'années.
Est-ce qu'il y a une forme d'irresponsabilité ou est-ce qu'on peut aussi convenir que c'est difficile d'anticiper 10 ans auparavant? Bien sûr, et il trajectoire ne s'agit terroriste. évidemment pas de mettre en cause l'ensemble des associations de défense des droits de l'homme, mais elles sont dans leur rôle quand elles défendent également les empiètements de l'autoritarisme d'État sur telle situation, etc. Mais je crains que le défaut d'information, l'incapacité à penser les choses, parce que il y a un tabou, il ne faut pas donner l'impression qu'on est raciste ou qu'on est entre guillemets islamophobe. Moi, j'ai été traité abondamment d'islamophobe, j'ai passé ma vie avec des musulmans et des musulmanes. C'est une chose qui est complètement délirante de me reprocher ça. Mais le problème, c'est d'être capable de produire de la connaissance en temps réel, de la diffuser, de faire en sorte d'avoir des étudiants à l'université qui peuvent prendre le relais. Or ça, aujourd'hui, c'est un processus qui est cassé du fait de l'impéritie de l'enseignement supérieur français. Les autorités politiques feraient bien de mettre le nez dans ce qui se passe dans l'enseignement supérieur français à ce niveau. L'autorité politique qui néanmoins passe au niveau alerte, urgence, attentat, c'est le plus haut niveau du plan Vigipirate. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet dissuasif sur des personnalités qui, dans leur fort intérieur, seraient prêts à passer à l'acte? Elles s'en foutent complètement, disons les choses comme elles sont. Ce qui va se passer, c'est que les autorités de police seront plus présentes, c'est que on va avoir un sentiment d'urgence, mais si un autre Tchétchène ou je ne sais qui fonctionne selon la même idéologie de l'allégeance et du désaveu va le faire, c'est pas ça qui va lui faire peur, évidemment. L'enjeu est un enjeu culturel beaucoup plus profond. C'est là que je pense qu'il n'y a pas de coordination à l'échelle de l'État et de la société. Il y a aujourd'hui un phénomène d'impéritie qui est très préoccupant. Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, auteur de Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans un instant après le fil info de Diane Ferchit à 8h49. La France en alerte urgence attentat. 7000 militaires de la force Sentinelle vont être déployés après l'assassinat hier d'un professeur de français au lycée Gambetta d'Arras. Un autre professeur et 2 agents de l'établissement sont blessés. Ce matin, 9 personnes sont en garde à vue. L'assaillant, âgé de 20 ans, est né en Russie. Il est fiché S pour radicalisation. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a sans doute un lien entre son passage à l'acte et la situation au Proche-Orient. Le Proche-Orient où l'armée israélienne dit avoir tué un haut responsable militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Elle affirme avoir mené des incursions dans l'enclave palestinienne. Ce n'est que le début des opérations, prévient Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Et ce sont désormais 15 Français qui ont été tués en Israël, selon la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui se rendra sur place demain. 17 autres Français sont toujours portés disparus. Les 2 premiers quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby avant France-Afrique du Sud. Demain, à 17h à Marseille, l'Argentine fera face au Pays de Galles et à 21h, l'Irlande affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur des universités. Vous publiez Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. On en parlait à l'instant. Gilles Kepel, cette attaque est survenue une semaine après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Aujourd'hui, l'État hébreu riposte, semble préparer une opération terrestre d'ampleur qui pourrait être imminente. Ce n'est que le début, a prévenu Benyamin Netanyahou hier. On a vu hier des dizaines de milliers de personnes manifester à Bagdad, à Beyrouth, à Amman, à Téhéran notamment. Quand on voit ça, on se dit qu'une contagion du conflit, une guerre régionale est possible ? Je crois que la planète retient son souffle en ce moment. Il faut voir, il y a plusieurs niveaux dans cette opération. D'abord, pour M. Netanyahou, qui porte certainement, et ça on le verra parce que la justice israélienne et les commissions d'enquête verront ce qu'il en est, une responsabilité que j'imagine écrasante dans le manque de précautions par rapport à l'attaque, puisque moi, je suis allé plusieurs fois à Gaza pour rencontrer notamment des dirigeants du Hamas dans le cadre de mon travail et de mes recherches et de mes enquêtes. En rentrant de Gaza sur le territoire israélien, on traversait une frontière ultra sécurisée avec des champs labourés partout, plein de mines, un couloir, etc., des appareils électroniques. La frontière qu'on a vu cisaillée par un bulldozer a été payée $1 milliard, je crois. Et
le gouvernement israélien, M. Netanyahou, otage de ses ennuis judiciaires, a cédé tout à son extrême droite, c'est-à-dire M. Ben Gvir et M. Smotrich, en soutenant la colonisation à outrance en Cisjordanie, ce qui fait qu'il a engagé l'armée israélienne essentiellement pour faire la police en Cisjordanie, dégarnissant le flanc sud. Donc il y a cette dimension-là. Et du point de vue interne israélien, et du point de vue aussi de M. Netanyahou, même s'il a été contraint de prendre le général Gantz, son opposant, dans son cabinet de guerre, quelqu'un qui a sans doute, d'un point de vue objectif, disons un peu plus les pieds sur terre militairement que lui, parce que Netanyahou n'a aucune compétence dans ce domaine, il est obligatoire de mener cette opération de rétorsion, quelles que soient les conséquences humaines qu'elle va mener. Pourquoi ? Parce que de son point de vue... Parce qu'il a pris un coup mortel. C'est comme, vous compariez ça au 11 septembre 2001. Oui, Ben Laden qui avait réussi à montrer que l'Amérique était un colosse au pied d'argile. Exactement. Et vous voyez ce qu'a fait George Bush ensuite. En attendant un petit peu, George Bush fils, il a attaqué l'Irak de Saddam Hussein. Comme si l'Irak de Saddam Hussein, sous le prétexte fumeux que c'était eux qui avaient des armes de destruction massive. Ce n'était pas du tout l'objectif, c'était de changer le système du monde en faisant en sorte que Saddam serait dégagé, qu'on mettrait à la place de Saddam la majorité chiite au pouvoir, dont certains représentants faisaient la cour aux Américains à Washington, dans l'illusion qu'ils créeraient un État pro-américain et philo-israélien dans la région. Les Iraniens, très rapidement, ont sifflé la fin de la récréation et se sont emparés du pouvoir à Bagdad. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que pour des raisons internes, parce que c'est la première fois aussi que, à ce jour en tout cas, le nombre de victimes israéliennes est supérieur au nombre de victimes palestiniennes. C'est en train de changer ensemble. Mais pendant il y a 1900 côtés, au dernier décompte, 1900 côtés palestiniens, voilà, 1500 côtés israéliens. Mais... Ça vient de basculer, mais pendant une semaine, si vous voulez, l'invincibilité de l'État d'Israël, entre guillemets, qui protégeait celui-ci contre les incursions et qui s'était traduite du reste par aussi le fait que beaucoup d'États arabes avaient commencé à signer des accords de paix avec l'État hébreu parce qu'ils pensaient ainsi bénéficier d'une technologie militaire israélienne invincible. C'est le cas du Maroc face à l'Algérie, c'est le cas des Émirats arabes unis face à l'Iran, etc. Technologie invincible qui aujourd'hui va être remise en question. Donc, pour toutes ces raisons et pour des raisons de politique interne, Netanyahou, aujourd'hui, a décidé de lancer l'offensive terrestre en prenant bien sûr un risque gigantesque, c'est que ça se traduise par un massacre de civils palestiniens. L'idée étant, on va dissocier le Hamas, on va tuer tous les gens du Hamas, les liquider, et ainsi on va pouvoir traiter avec les Palestiniens. Le problème fondamental de tout ça aussi, c'est que tous les traités de paix qui ont été menés, y compris avec les États arabes, ont considéré que la question palestinienne avait été évacuée. Il n'existait plus les Palestiniens, si vous voulez. Et c'est ça qui a nourri, je n'excuse évidemment rien en disant cela, mais c'est ça qui a nourri une très grande frustration et qui, dans le monde arabe aussi, accuse les Israéliens, les Occidentaux, etc., de faire deux poids, deux mesures. Alors, on a vu la monstruosité des images qui ont fait suite à la razzia, évidemment, ça c'est quelque chose qui est très frappant. Aujourd'hui, bien sûr, plus il y a on aura d'images et de réalités de civils palestiniens massacrés, plus on va relativiser les choses. Et il y a un autre élément, je voulais juste dire... je suis dans mon raisonnement, c'est qu'en réalité, ça n'est pas là que ça se passe. La négociation se passe à un autre niveau. Deux escadres américaines sont l'une arrivée sur place, l'autre en voie d'arrivée. Celle qui est autour du porte-avions Gerald Ford et le porte-avions Dwight Eisenhower, c'est une centaine d'avions de chasse américains qui peuvent contrôler le ciel. Et la négociation, elle se fait en réalité avec l'Iran. Alors justement, le rôle de l'Iran...
tout le monde pense, une bonne partie des gens pensent que l'Iran a officiellement, non, justement pas officiellement aidé, oui, mais que se pose la question du rôle de l'Iran. Bien sûr. Alors l'Iran dit qu'ils sont bien sûr très contents que la résistance palestinienne se soit manifestée ainsi, puisqu'ils se présentent comme les champions de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, ce que les sunnites appellent plutôt le croissant chiite, qui va de Téhéran au Hezbollah et au Hamas, même si le Hamas est un parti sunnite, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, et alors, qui passe par Bagdad, qui passe par Damas de Bachar el-Assad, et qui passe bien sûr par le Hezbollah. Mais officiellement, l'Iran n'assume pas du tout. Voilà, officiellement, ils disent c'est pas nous, mais le Hamas est complètement dans la dépendance aujourd'hui de l'Iran. Vous savez, depuis que Daesh a été liquidé, Al-Qaïda et autres, et que les frères musulmans eux-mêmes ont perdu leurs accès au Qatar et même à la Turquie, puisque Erdogan a besoin de l'argent des Saoudiens dans ses coffres, et donc il a chassé les frères musulmans réfugiés sur son territoire, il n'y a plus de grand leadership djihadiste sunnite international. Il y a un vide qui s'est fait là, et du coup, c'est l'Iran qui remplit ce rôle et qui, à travers cela, veut apparaître comme le leader de l'ensemble des musulmans du monde. Ça, c'est quelque chose qui est présent déjà depuis longtemps. Le 14 février 89, quand il y a eu la fatwa contre Rushdie, c'était pour l'Iran l'occasion de tirer le tapis sous les djihadistes sunnites qui chassaient le lendemain les troupes soviétiques de Kaboul. Ensuite, le 11 septembre, c'est aussi une réponse au 14 février 89. C'est Ben Laden qui reprend le leadership sunnite face aux Iraniens. Aujourd'hui, on voit, à mon sens, en grande partie, l'Iran, à travers l'instrumentalisation du Hamas, se poser comme le véritable défenseur, entre guillemets, des musulmans opprimés face à la trahison, entre guillemets aussi, des États arabes qui pactisent avec, guillemets, encore une fois, l'ennemi sioniste. Merci beaucoup Gilles Kepel. Il y aurait évidemment des heures à décrypter ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, mais merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage. Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, du monde arabe, professeur des universités. Je rappelle que vous publiez Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci Agathe. On se retrouve demain pour un nouveau 8h30 et pour, dans quelques instants, l'info sur France Info. À tout de suite.